Comparativement au pourcentage du BEPC session de 2023, qui a été de 69,21%, le taux de réussite d'admissibilité à l'examen du BEPC session de juin 2024 se présente comme suit. Nombre d'inscrits, 124 859 candidats. Absents, 725 candidats. Présents, 124 134 candidats. Effectifs admissibles, 91 531 candidats, soit un pourcentage de 73,74% de réussite au plan national. Dès cet instant, les chefs d'établissement sont en mesure de télécharger précisément à partir de 14 heures les listes de leurs candidats admissibles sur la plateforme EducMaster. C'est depuis 2022 que le gouvernement a engagé le processus de construction de la vision nationale Bénin 2060. Au dire du directeur de cabinet du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, il s'agit de la vision qui va prendre effet à partir de janvier 2026, lorsque la vision actuelle à la FIA 2025 sera arrivée à échéance à fin décembre 2025. Le cadre institutionnel qui a été mis en place par décret pour conduire l'ensemble du processus prévoit un certain nombre d'organes qui sont appelés, selon une certaine périodicité, à organiser des sections de validation des différents résultats d'étapes. Les focus groups sont constitués essentiellement de regroupement de nos populations selon un certain nombre de caractéristiques qui partent des enfants et qui intègrent les jeunes, les femmes, les leaders d'opinion, tous ceux qui peuvent compter non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir de notre pays, seront organisés dans ces focus groups et participeront à des échanges autour de questionnaires structuraux, de fiches d'entretien, afin de collecter leur perception, c'est-à-dire ce qu'ils pensent de la gouvernance du Bénin depuis 2000 à aujourd'hui, et leurs aspirations, c'est-à-dire la manière dont ils voient le Bénin d'ici 2060. Et au-delà donc de ces focus groups au niveau local, c'est-à-dire dans chacune de nos communes, nous aurons des focus groups au niveau central et environ 150 focus groups au niveau central où les syndicats, les universités, les collèges et puis tout ce que nous avons comme institutions ou corps professionnels structurés et organisés dans notre pays seront questionnés, seront interviewés afin donc de partager leurs perceptions et aussi leurs aspirations en ce qui concerne leur manière de voir l'évolution de notre pays d'ici 2060. Et donc, globalement, nous avons cette deuxième phase de collecte des perceptions et des aspirations qui sera aussi engagée d'ici quelques jours. Et enfin, afin donc de ne laisser personne de côté et de nous assurer que l'ensemble des Béninois ont eu l'opportunité d'exprimer leurs perceptions et leurs aspirations sur la gouvernance, sur notre pays et sur ce qu'ils souhaitent de notre pays, nous aurons un questionnaire en ligne qui sera vulgarisé, popularisé, démocratisé et qui va faire l'objet de renseignements par tout Béninois qui souhaite partager ses perceptions, partager ses aspirations. Et donc nous avons globalement 3 modes de collecte de ces perceptions et aspirations. Nous avons l'enquête individuelle que l'INSAT va conduire. Nous avons les focus group que la Direction générale des politiques de développement va conduire. Et nous avons le questionnaire en ligne qui sera disponible aussi bien pour les Béninois de l'intérieur du pays comme pour les Béninois de la diaspora, pour peu qu'ils souhaitent effectivement s'exprimer
participer à ce processus, partager leurs perceptions et leurs aspirations. Et donc, nous sommes actuellement en train d'engager cette phase décisive. Nous avons reçu le quitus du comité d'orientation et de supervision de la réflexion prospective pour aller de l'avant. Et donc, dans les jours et les semaines à venir, notamment courant ce mois de juillet, cette phase qui est une phase clé et dont les résultats viendront alimenter les étapes ultérieures du processus sera engagée. De janvier 2023 à mai 2024, 38 cas d'exercice illégal de médecine ont été recensés dans les seuls départements de l'Atlantique et du littoral par la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux. Ceci lors des récents travaux de contrôle et d'inspection des établissements de santé, des chiffres dévoilés à la faveur d'un point de presse. Ainsi, la cellule a préconisé la fermeture de ces établissements de santé illégaux et l'enclenchement des procédures judiciaires pour certains contrevenants. Nous constatons une exploitation des établissements de santé sans autorisation d'ouverture et d'exploitation, où des agents de santé qualifiés qui possèdent des autorisations, mais qui exercent dans les établissements non autorisés, ou alors des agents de santé eux-mêmes qui n'ont pas l'autorisation d'exercer en clientèle privée. Des infirmiers et des infirmières qui font des actes qui ne relèvent pas de leur cahier de charge. On constate également que des aides-soignants et des aides-soignantes font des diagnostics et traitent des maladies alors qu'ils n'ont reçu aucune formation, aucun diplôme. Au total, de janvier 2023 à mai 2024, la cellule a dépisté 38 cas d'exercice illégal de la médecine dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Quelles sont les conséquences de ces comportements déviants? C'est l'absence de pertinence de diagnostic. Ensuite, l'inadéquation du traitement, le recours tardif à des soins de qualité, des coûts de soins plus élevés, des séquelles physiques ou psychomotrices ou des décès que nous déplorons. Les actions de la cellule sont de proposer la fermeture de ces établissements de soins illégaux et de demander l'enclenchement d'une procédure judiciaire pour certains contrevenants. Nous avons fait des contrôles systématiques dans les maternités. La cellule a proposé de contrôler la sécurité des patients, si possible dans toutes les maternités, aussi bien publiques que privées. Ainsi, au cours de ce mois de juin, nous avons contrôlé les maternités de la zone sanitaire de Alada, Zé, Tofor et de la commune d'Abomey-Calavi. Les premiers résultats montrent que les femmes enceintes font un recours tardif aux soins. Or, la fréquentation des consultations prénatales amènerait les sages-femmes à mieux surveiller la grossesse, préparer l'accouchement, surveiller le travail d'accouchement et la période après l'accouchement. Je suis ici pour vous informer sur l'incident impliquant le remorqueur SPSL Oudémé survenu ces derniers jours dans nos eaux territoriales. Contexte de l'incident. Le jeudi 25 juin 2024, le remorqueur SPSL Oudémé a été détecté par notre nouveau système de surveillance maritime ainsi que par le Centre des opérations de la Marine nationale. Le navire avait jeté son ancre à 5000 marins, soit environ 9 km de nos côtes, avec son transpondeur allumé. Cependant, toutes nos tentatives de communication par radio avec ce navire sont restées vaines. Le sémaphore de Grand Popo a été chargé de continuer les appels et de le surveiller en permanence. Le lendemain, j'ai pris la décision d'envoyer une équipe de fusiliers marins à bord.
À leur vue, le navire a tenté de fuir, mais a été rapidement maîtrisé. Le capitaine du navire a ensuite signalé une panne mécanique. Après consultation avec le chef d'état-major de la Marine nationale, j'ai ordonné le remorquage de ce navire vers la rade de Cotonou pour des investigations approfondies. Malheureusement, les mauvaises conditions météorologiques ont causé la rupture de la remorque à plusieurs reprises, nous forçant à le faire mouiller à 5000 marins de la côte. Évolution de la situation. Le samedi 27 juin 2024, aux alentours de 22h30, un remorqueur du port autonome de Cotonou a été dépêché sur le lieu de mouillage. Cependant, l'équipage du navire a une fois de plus refusé de collaborer pour lever l'ancre. Durant la nuit du 27 au 28 juin, en raison des mauvaises conditions météorologiques, ce navire a dérivé et s'est échoué sur la plage. Le dimanche 28 juin 2024, malgré les tentatives répétées des remorqueurs du port autonome de Cotonou et de ceux de la société WAPCO, le navire n'a pu être remis à flot. Réponse des autorités et mesures en cours. Nous avons contacté les autorités nigérianes qui ont confirmé que les activités du SPSL Udeme dans les eaux nigérianes étaient inconnues et qu'il avait été observé en mode obscur, c'est-à-dire menant des activités illicites. Notre priorité actuelle est d'éviter toute forme de pollution des eaux et de la plage, car ce navire transporte du gasoil. Les opérations de pompage de la cargaison sont en cours depuis dimanche, mobilisant de nombreuses administrations publiques et des structures privées. À ce jour, un peu moins de 100 tonnes de gasoil ont déjà été soutirées et les opérations continuent jusqu'à l'élimination de tout risque de pollution. Par ailleurs, le périmètre a été quadrillé et sécurisé par la Brigade de protection du littoral et des plages. Un communiqué d'interdiction de baignade a été lancé au niveau des mairies. Des prélèvements d'eau ont été faits et analysés par le laboratoire d'études et de surveillance environnementale du ministère de l'Environnement. Réunion de crise. Une réunion de crise présidée par moi-même a permis de faire le point sur les actions menées par chaque administration, d'identifier les défis spécifiques à cette situation, de proposer des solutions et de tirer des enseignements de cet incident. Je tiens à remercier toutes les administrations et les structures impliquées pour leur collaboration et leur diligence dans la gestion de cette crise. Un tribunal kényan a jugé lundi la mort du journaliste pakistanais Ashraf Sharif d'illégal et inconstitutionnel. L'homme de 50 ans a été tué en 2022 lorsque la police a ouvert le feu sur sa voiture à un poste de contrôle routier. La juge Stella Mutuku reproche au procureur général et au directeur des poursuites publiques du Kenya leur laxisme dans l'enquête diligentée par la suite. Le journaliste avait fui le Pakistan au début de l'année pour éviter d'être arrêté dans son pays sous l'accusation de dénigrement des institutions nationales pakistanaises. En décembre 2022, un groupe d'enquêteurs pakistanais a conclu que le meurtre de Sharif était un assassinat planifié. Les autorités kenyanes continuent d'enquêter sur l'affaire et à ce jour, aucun des policiers impliqués dans la fusillade n'a été arrêté ou inculpé. La Cour a ordonné lundi la conclusion de l'enquête sur les policiers et une indemnisation de 78 000 $ pour la famille de Sharif. En France, les habitants de Paris, la capitale, ont exprimé leur soulagement lundi alors que les électeurs ont divisé leur législature entre la gauche, le centre et l'extrême droite. Un apaisement mêlé d'une pointe d'inquiétude, aucune faction politique ne s'approchant de la majorité nécessaire à la formation d'un gouvernement. D'après les résultats du second tour enregistrés tôt lundi, la coalition de gauche, le Nouveau Front Populaire, s'est imposée et a obtenu le plus grand nombre de sièges au Parlement. Sincèrement, c'est un soulagement.
C'est un soulagement parce que je retrouve la France que je connais. Je suis arrivé ici en tant qu'étudiant il y a quelques décennies. Et c'est vrai, je suis tombé amoureux de ce pays et je l'ai adoré. J'ai fondé ma famille avec une Française. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, il y a un moment de doute. Je me suis posé des questions et là, ça va beaucoup mieux. Mais c'est pas pour autant que c'est fini. Il faut rester, comme vous disiez. Le président Emmanuel Macron avait parié que sa décision de convoquer des élections anticipées donnerait à la France un moment de clarification. Mais le résultat a montré le contraire, moins de 3 semaines avant le début des Jeux Olympiques de Paris. Le Premier ministre haïtien Gary Conille et les 9 membres du Conseil de transition commémorent les 3 ans de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le chef d'État a été abattu de 12 balles par un groupe d'hommes armés qui a envahi son domicile à Port-au-Prince le 7 juillet 2021 pour finir par le tuer. Haïti a connu depuis une flambée de violence des gangs qui a conduit le Premier ministre de l'époque, Ariel Henry, à demander le déploiement d'une force armée. Suite à cet acte immonde, le pays a expérimenté la violence sous toutes ses formes. Il en est résulté une banalisation de la vie avec la multiplication des actions des gangs armés contre le paisible citoyen. Le premier contingent de policiers étrangers soutenus par les Nations Unies est arrivé en Haïti à la fin du mois de juin, soit près de 2 ans après la demande d'aide d'urgence du pays. Aux États-Unis, le ministère de la Justice a annoncé que Boeing avait accepté de plaider coupable d'une accusation de fraude criminelle liée aux 2 crashs meurtriers d'avions de ligne 737 MAX. Un juge fédéral évaluera le plaidoyer et la sentence qui font partie d'un accord conclu entre le géant de l'aérospatiale et les procureurs. En octobre 2018, un Boeing 737 MAX s'était écrasé en mer de Java, 13 minutes après son décollage de Jakarta en Indonésie, faisant 189 morts, et un autre 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba en Éthiopie, tuant 157 personnes. La décision de Boeing est intervenue 1 semaine après que le ministère de la Justice ait donné à l'entreprise le choix entre un plaidoyer de culpabilité et un procès. Les procureurs affirment que Boeing a violé un accord de 2021 qu'il avait mis à l'abri des poursuites judiciaires. Des migrants ont traversé la Manche lundi jusqu'au port de Douvres dans le sud de l'Angleterre. Des images de Sky News montrent des migrants qui, selon la chaîne britannique, constituent les premières arrivées depuis la prise de pouvoir du Parti travailliste vendredi. Le nouveau Premier ministre Keir Starmer a déclaré samedi qu'il abandonnait la politique controversée de son prédécesseur, consistant à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Le projet d'expulsion vers le Rwanda était présenté comme une solution qui dissuaderait les migrants de risquer leur vie en mer pour finalement se retrouver en Afrique de l'Est. L'initiative a déjà coûté plusieurs centaines de millions de dollars sans jamais prendre son envol. Il a été dénoncé par les défenseurs des droits humains et les associations des migrants. Keir Starmer n'a pour l'instant pas indiqué sa stratégie alors que les arrivées de migrants ont atteint des records depuis le début de l'année. Le Premier ministre indien Narendra Modi entame ce lundi une visite de 2 jours en Russie. Les liens entre Moscou et New Delhi se sont envenimés depuis que la Russie a commencé à se rapprocher de la Chine. Les experts ont relevé que l'Inde choisit régulièrement de rester en retrait des initiatives dominées par la Russie et la Chine. L'Inde s'éloigne de plus en plus des forums dans lesquels la Russie, mais aussi la Chine, jouent un rôle de premier plan. Je pense que la présidence relativement discrète de l'Inde au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai l'année dernière en est la preuve. Tout comme la décision de Modi de ne pas participer au sommet de l'OCS cette année. Le développement du commerce occupera une place importante dans les discussions entre Poutine et Modi, en particulier les intentions de développer un corridor maritime entre le grand port indien de Chennai et Vladivostok. Depuis que les sanctions occidentales ont bloqué les exportations de pétrole russe au début de la guerre en Ukraine, l'Inde est devenue un acheteur clé, 40% de son pétrole est russe.
Alors que l'armée israélienne continue de bombarder le territoire palestinien dévasté par près de 9 mois de guerre, les habitants de la ville de Gaza ont rassemblé leurs affaires et sont partis dimanche après qu'Israël a émis de nouveaux ordres d'évacuation. Dans les rues de la ville en ruine, des centaines de milliers de personnes ont été aperçues en train de quitter le territoire à pied. L'ONU estime que ces ordres d'évacuation touchent environ 250 000 personnes fuyant la ville de Khan Younes, située dans le sud de la bande de Gaza. Les ordres d'Israël n'offrent aucune garantie de sécurité, de logement adéquat ou de retour après la fin des hostilités pour les personnes déplacées. D'après les Nations Unies, le nombre de déplacés dans la bande de Gaza s'élève désormais à 1,9 million de personnes. En outre, la guerre a provoqué une catastrophe humanitaire dans ce territoire où 2,4 millions d'habitants vivent dans des conditions désastreuses.